J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo à propos de la vie à Londres. Ça faisait longtemps que j'en avais pas faite, pour vous parler d'un sujet sur lequel je reçois énormément de questions. Il s'agit du coût de la vie à Londres. C'est quelque chose d'assez privé que j'ai jamais partagé avant, mais je le fais dans un but informatif pour aider les personnes qui envisageraient d'emménager à Londres, comme j'ai pu le faire dans mes vidéos quand j'étais à l'université. Depuis que j'ai emménagé ici en 2018, je vous ai toujours montré tout le parcours, donc ça paraissait logique de vous faire cette vidéo là. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Du coup j'ai tout mis dans mes notes, donc pour ce qui est des frais fixes, les dépenses obligatoires que j'ai tous les mois, c'est les dépenses assez basiques que tout le monde a, pour que ça puisse vous donner une idée du coût de la vie à Londres en un mois. Du coup bien évidemment la première chose et la dépense la plus conséquente du mois, c'est le loyer. Donc ça varie selon où vous habitez à Londres. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous dire le prix de mon loyer, mais il faut garder en tête qu'il y a plein de choses à prendre en compte, c'est-à-dire la zone où vous vivez, si vous êtes très proche du centre, un peu plus éloigné, si vous vivez en colocation, dans un studio, dans un appartement avec plusieurs chambres. Donc il y a vraiment plein de détails à prendre en compte. Je vous donne juste mon prix pour vous donner une idée, mais vous pouvez trouver plus cher, moins cher selon vos besoins. D'ailleurs je vous mettrai juste ici la vidéo que j'avais faite à ce sujet quand je recherchais ma chambre. Du coup moi pour ma chambre en colocation dans le quartier de Canary Wharf, je paye 1150 livres par mois, en sachant qu'il faut prendre en compte le fait que votre loyer peut augmenter à la fin de votre contrat. Donc moi j'ai emménagé ici le 23 novembre 2022, j'ai signé pour un contrat de 6 mois et l'agent m'avait prévenu que au bout de 6 mois il pouvait augmenter mon loyer si le prix de l'eau, l'électricité ou le gaz avait augmenté pour eux, parce que moi il faut savoir que je suis dans un All Bills Included. C'est une option plus intéressante je trouve, où toutes les charges sont inclus dans le loyer, alors qu'il y a d'autres appartements où les charges sont hors du loyer, c'est-à-dire que vous allez avoir votre prix du loyer fixe plus à la fin du mois les charges à payer. Et le problème c'est que selon ce que vous dépensez en électricité ou en eau, tous les mois les charges peuvent augmenter, alors que moi du coup pendant ces 6 mois de contrat ou un an de contrat, vous choisissez la longueur de contrat que vous voulez, les charges ne peuvent pas augmenter, elles sont incluses dans mon loyer et ça reste fixe. Ça ne peut pas bouger, ça peut pas diminuer, ça peut pas augmenter, enfin bref voilà. Mais après voilà, comme je vous disais, au bout des 6 mois ou au bout des 1 an de contrat, ils peuvent vous augmenter le loyer, ce qui a été le cas pour moi à ce moment là. Enfin bref, voilà pour le loyer. Et ensuite je voulais vous donner un ordre d'idée du loyer moyen à Londres. J'ai cherché ça sur internet tout à l'heure. Donc ça c'est bien connu, les loyers dans les grandes villes ça reste très cher. C'est pareil que ce soit pour Paris, New York, Los Angeles, enfin c'est toujours cher dans les grandes villes forcément. Donc ça varie selon le nombre de chambres. Par exemple pour une chambre dans le centre de Londres, le loyer moyen va être de 2600 livres. Donc quand je vous dis une chambre, c'est un appartement avec une chambre, pas une colocation. Ensuite un appartement avec 2 chambres, ça va être 3900. C'est pour vous donner un ordre d'idée, j'ai juste trouvé ça sur internet, mais ça varie comme je vous dis selon où vous êtes placé, et enfin il y a plein de choses à prendre en compte. Ensuite deuxième chose que je paye tous les mois, c'est mon forfait de téléphone. Donc je suis chez l'opérateur Vodafone ici et je paye 20 livres par mois. Donc ici vous avez plein d'opérateurs, encore une fois comme en France on peut avoir Orange, SFR, Bouygues, Free, tout ça. Ce que vous pouvez faire c'est vous rendre chez l'opérateur directement, ils ont plein de boutiques dans la ville et vous comparez les prix, tout ça avec les avantages qu'il y a, etc. Mais bon c'est à peu près tous les mêmes, autour de 20 livres par mois pour un forfait basique. Ensuite pour ce qui est des transports, donc pareil il y a plein d'options, mais pour l'option la plus basique de un forfait par semaine pour avoir accès en zone 1 et 2, alors petite parenthèse aussi, il faut savoir que Londres est découpé en plusieurs zones. Donc le noyau principal du centre même de Londres c'est la zone 1. Ensuite quand on élargit un peu c'est la zone 2. La zone 3 c'est quand on commence à sortir du centre même de Londres. Zone 4 on est complètement sorti du centre. Et après ça va jusqu'à 5, 6, 7, 8 et 9 je crois. Mais 9 c'est vraiment très très loin. C'est pas considéré comme Londres. Mais bon bref, tout ça pour vous dire que avec un forfait zone
1 et 2, vous pouvez avoir accès à tout le centre de Londres. Moi par exemple en habitant à Canary Wharf, c'est le forfait que je prends et du coup vous payez 40 livres par semaine. Alors ça c'est très cher, mais les transports à Londres sont très chers, c'est plus cher que Paris par exemple. Et du coup c'est 40 pounds par semaine pour tout illimité, c'est-à-dire métro, bus. Vous pouvez le prendre autant de fois que vous voulez et ça sera inclus dans vos 40 pounds. Donc pour ça vous prenez votre Oyster Card, c'est une petite carte qui ressemble à ça. Vous l'achetez une fois, il me semble que c'était 5 livres, je suis plus sûre, je l'ai depuis que j'ai emménagé ici en 2018. Donc je sais pas trop si les prix ont changé ou quoi, mais en tout cas la première fois vous la payez juste à un petit montant et ensuite vous l'avez pour... toujours en fait, elle périme pas et vous avez qu'à la recharger. Donc dans chaque station de métro vous avez des bornes, donc vous avez le choix soit de mettre de l'argent dessus, par exemple c'est ce que je conseille à mes amis qui viennent en voyage. Vous pouvez mettre de l'argent dessus avec votre carte bancaire directement, donc vous choisissez des montants, une fois que vous avez tout utilisé vous rechargez. Et par contre pour les personnes qui habitent ici et qui utilisent les transports quotidiennement, le plus avantageux c'est de prendre un forfait à la semaine et vous pouvez faire un nombre de trajets illimité pendant une semaine. Voilà, c'est tout avec votre petite Oyster. Ensuite la dépense suivante par mois va être les courses, donc le supermarché. J'ai essayé de faire une moyenne, j'ai pris mes courses de ces 6 dernières semaines parce que je fais du coup les courses une fois par semaine, donc ça fait 55 livres par semaine. Ça varie, il y a des semaines où je fais des plus grosses courses, par exemple quand je dois racheter des produits ménagers ou du shampoing, du gel douche, c'est des trucs qui sont un petit peu plus chers, donc quand ça rentre en compte forcément je vais dépenser un peu plus. Et après quand c'est des semaines où j'ai besoin seulement de nourriture c'est un petit peu moins, mais bon en moyenne c'est 50 livres par semaine pour une seule personne, enfin du coup je suis seule à manger, donc voilà. Et ensuite petit truc aussi qui est en rapport avec les courses, je paye le forfait 3,50 par mois pour la livraison à domicile. Donc c'est quelque chose que les gens font beaucoup ici, ça vous évite de devoir perdre du temps à aller au supermarché, et en plus en étant en ville comme la plupart des gens n'ont pas de voiture, c'est assez compliqué quand vous avez des packs d'eau à acheter ou des trucs assez lourds et que vous vous retrouvez avec beaucoup de choses, c'est pas vraiment pratique. Donc ce que tout le monde fait c'est que on se fait livrer les courses à domicile. Donc vous payez votre forfait par mois, vous choisissez votre créneau horaire et le supermarché que vous avez choisi vient avec son camion et vous livre devant chez vous tout simplement. Donc ça franchement je trouve que c'est super pratique parce que vous avez votre application sur le téléphone, vous faites vos courses etc à domicile quand vous avez le temps, au travail, enfin bref peu importe, et ensuite on vous livre devant chez vous. Autre dépense c'est pour la salle de sport. Petite parenthèse, ma salle de sport a fermé, je suis dégoûtée, il faut que j'en trouve une autre. J'en avais trouvé une super dont je vous avais parlé avant décembre, je me suis inscrite en septembre il me semble, enfin bref elle était top, juste à côté de chez moi, j'avais tous les cours qui me plaisaient, mais elle a fermé, on sait pas trop pourquoi, mais bref. C'était un forfait de 3 mois et en fait vous pouvez payer soit au mois, soit prendre un forfait de plusieurs mois d'un coup et c'est plus avantageux. Par exemple si je voulais prendre le forfait à un mois, je crois que c'était 55 livres le mois, et là j'avais pris un forfait de 3 mois, donc j'ai payé 123 livres d'un coup, ce qui faisait que ça me faisait un forfait de 41 livres par mois, voilà. Donc c'était assez avantageux et j'avais accès à toute la salle de sport, donc les machines, les cours, nombre de cours illimité, vraiment je pouvais en faire autant que je voulais par semaine. Donc franchement c'était un bon compromis, en sachant que les salles de sport sont très chères à Londres. Celle-ci c'était top. Autre dépense que je fais tous les mois, qui est pas vraiment nécessaire mais pour moi c'est une nécessité, ce sont mes ongles. Pour les ongles j'ai trouvé un petit salon à côté de chez moi et je paye 35 pounds par mois pour une manucure en gel, donc semi-permanente avec le gel en dessous. Voilà, ça c'est un truc personnel mais je voulais vous l'inclure quand même parce que je sais que les filles on est nombreuses à bien aimer faire nos ongles et prendre soin de nous, et du coup voilà. Donc il me semble que c'est tout pour mes dépenses fixes, je pense n'avoir rien oublié. Au cas où si vous avez des questions vous pourrez me les mettre en commentaire ou m'envoyer un message sur Instagram. Et du coup
pour toutes ces dépenses là, je vais vous donner un ordre d'idée d'un salaire basique. Donc comme je vous avais dit, avant l'été j'ai travaillé chez Claudie Pierlot en tant que vendeuse. Donc ça va être un salaire minimum on va dire. Je gagnais 1899 livres par mois. Après de ce salaire là il faut déduire les taxes. Donc les taxes s'élèvent à environ 250 livres par mois. À ce niveau là je sais pas trop comment ça fonctionne, c'est pas un sujet que je maîtrise à 100%, mais en tout cas pour vous parler de mon expérience personnelle, pour un salaire de 1899 livres les taxes s'élevaient à 250 livres pour un premier job, parce que je sais qu'après quand vous gravissez les échelons on va dire, les taxes peuvent varier et ça varie de votre taux d'imposition aussi. Enfin franchement c'est un sujet que je maîtrise pas du tout, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas pour un premier job c'était ça. Du coup voilà. Maintenant pour la deuxième partie de la vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Du coup j'ai sélectionné plein de questions qui reviennent souvent. D'abord j'ai eu 2 questions par rapport aux résidences étudiantes. Alors en sachant que pour ceux qui seraient intéressés par les vidéos par rapport aux études à Londres et comment venir étudier en Angleterre etc, j'ai toute une playlist là-dessus, mes études à Londres. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos encore une fois, et juste ici vous pourrez retrouver toutes ces vidéos et je pense que vous pourrez retrouver pas mal de réponses à vos questions. Mais du coup pour répondre rapidement, comment trouver une résidence étudiante? Alors généralement c'est votre université qui vous donne des noms de résidences, parce qu'ils ont les résidences qui sont affiliées à l'université, qui sont sur le campus directement. C'était le cas pour moi pendant ma première année. Et après il y a aussi des résidences privées qui sont un petit peu plus chères, mais que votre université peut vous conseiller aussi et qui généralement sont pas loin de votre université. Et ensuite deuxième question qui est en rapport avec ça aussi, c'est combien coûtait ton logement universitaire à Londres. Donc comme je vous disais, pour ma première année où j'étais dans une résidence qui dépendait de l'université, j'avais ma petite chambre avec ma salle de bain et la cuisine en commun avec 8 autres personnes. Le loyer était de 784 livres par mois. Par rapport à ça d'ailleurs vous avez tous mes room tours aussi des résidences universitaires, tout est dans ma playlist mes études à Londres. Et ensuite pour la deuxième et troisième année j'étais dans une résidence privée où j'avais un studio, donc avec ma cuisine, ma salle de bain et enfin tout dans ma chambre. C'était 1300 livres par mois. Ensuite, est-ce que le coût est plus élevé qu'en France, à Paris par exemple? Alors j'ai jamais vécu à Paris donc je peux pas vous faire vraiment une comparaison, mais de ce que j'entends des personnes que je connais qui vivent à Paris, c'est à peu près pareil. Après la chose à prendre en compte c'est que ici du coup c'est une autre monnaie, donc forcément quand vous gagnez de l'argent en France et que vous voulez le dépenser à Londres, vous allez perdre sur le change. Mais sinon si vous travaillez ici et que vous avez un salaire ici, les salaires sont plus conséquents, donc au final on s'y retrouve. Question suivante, les logements à Londres sont très chers, comment peut-on se loger quand on n'a pas trop de moyens? Donc comme je vous disais en début de vidéo, ça va dépendre de plein de critères, où vous êtes localisé, si vous êtes proche du centre ou un peu plus éloigné, si vous êtes en coloc, si vous avez un appartement seul, si c'est dans un bâtiment ancien ou dans des buildings assez récents. Enfin voilà quoi, il y a plein de critères à prendre en compte. Donc je pense quand même qu'on peut trouver des logements pour des prix plutôt corrects, tout en gardant en tête que Londres est très cher, donc vous trouverez pas un appartement à 300 livres par exemple, mais voilà, vous pouvez toujours trouver quelque chose qui est dans votre budget, il suffit de chercher. Et la recherche d'appartement est assez compliquée qu'on se le dise, mais comme je vous disais, voilà, je vous renvoie encore une fois vers ma vidéo où j'avais expliqué tout ça et je vous donnais tous mes conseils à ce sujet là. Ensuite, est-ce qu'il est nécessaire d'ouvrir un compte bancaire? Alors ça, pas forcément. Quand j'ai emménagé pour ma première année à l'université, j'avais ouvert un compte bancaire chez HSBC et je m'en sers toujours d'ailleurs. Vous pouvez le faire assez facilement en tant qu'étudiant. Par exemple, vous ouvrez un compte étudiant, vous n'avez aucun frais dessus, vous avez une carte bancaire etc. Mais sinon un truc assez utile à savoir maintenant, c'est que vous avez Revolut. Donc je connaissais pas du tout quand j'ai emménagé ici la première fois, je l'ai maintenant et je l'utilise depuis 1 an et je trouve que c'est super pratique parce que du coup premièrement vous n'avez pas de frais bancaires comme on peut avoir sur un compte français quand on dépense de l'argent à l'étranger. Ensuite vous pouvez faire des transferts
immédiatement, donc c'est instantané, alors que par exemple admettons si vos parents veulent vous envoyer de l'argent d'un compte français vers un compte anglais, ça met plusieurs jours, alors que s'ils font la même chose sur un compte Revolut, vous le recevez instantanément et c'est très sécurisé. Vous avez une petite carte que vous payez 7 € si je dis pas de bêtises la première fois, donc pour l'acheter, enfin pour la commander, et après elle est totalement gratuite par la suite. Si c'était à refaire, je m'embêterais pas à ouvrir un compte anglais parce qu'il vous demande plein de papiers, etc. Alors qu'avec Revolut, franchement c'est super simple et c'est très pratique. Ensuite, quel est le salaire moyen pour un jeune en sortie d'études équivalent Master 2? Alors ça va dépendre d'énormément de choses, donc le domaine dans lequel vous travaillez, l'entreprise dans laquelle vous êtes, enfin franchement je peux pas vous dire un salaire précis. Du coup, en voyant la question tout à l'heure, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé le salaire moyen sur internet. Donc pour un étudiant en sortant d'un bachelor, donc ce qui est l'équivalent d'une licence en France, le salaire moyen va être de 2278 livres et pour un étudiant en sortant d'un master, ça va être de 2900 livres par mois. Voilà, du coup, c'est ce que j'ai trouvé sur internet. Et après, j'ai trouvé également un site où vous avez... Donc j'ai trouvé que c'était super bien fait. Il est en anglais, bon, donc pour ceux qui comprennent, vous pouvez aller jeter un coup d'œil si ça vous dit. Ça s'appelle Save the Student. Et vous avez tous les salaires avec les différentes catégories. Donc le salaire moyen par rapport à votre domaine d'études. Donc vous avez toutes les différentes catégories d'études ici. Vous cliquez et ça vous amène sur le salaire moyen par rapport à votre domaine d'études tout simplement. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Je pense qu'ils pourront vous en dire plus que moi, mais voilà. Et petit point à vous préciser aussi, parce que j'étais un peu perdue les premières fois où j'ai regardé les salaires. Il faut savoir qu'ici ils ont tendance à parler en salaire par année et pas par mois. Donc là, par rapport au salaire que je vous ai cité sur le site, c'est moi qui ai fait le calcul, parce que sur le site il disait pour les bachelors c'est 27 340 livres par an et pour les masters 34 846 par an. Donc au départ quand on me parlait de salaire par an, j'étais là en mode ok, mais du coup ça fait combien par mois? Parce que dans ma tête j'en ai aucune idée de ce que ça représente, 34 846 livres par an. Et du coup ici dans les premières conversations par rapport au salaire, j'étais là en mode mais vous pouvez traduire par mois parce que je comprends pas trop. Enfin bref, voilà, petit point à préciser parce que c'est vrai qu'au début on est un peu perdu à ce niveau là quand on parle de ce genre de choses. Et ensuite, dernière question que j'ai sélectionnée, je vais m'arrêter là parce que cette vidéo commence à être assez longue, c'est par rapport au Brexit. Donc la première c'était point de vue papier pour habiter là-bas après le Brexit, est-ce que c'est possible? Et la deuxième, comment se passe la procédure pour le visa? Alors pour tout vous dire, je m'y connais pas parfaitement sur ce sujet là parce que moi j'ai eu la chance d'emménager ici avant le Brexit et du coup j'ai pu bénéficier de ce qu'ils appellent le pre-settled statut. Donc c'est le statut de pré-résidence, donc j'ai pas besoin de visa. Je peux travailler ici, habiter ici, bénéficier du système de santé, etc. sans visa parce que du coup j'ai habité sur le sol anglais avant le Brexit. Donc bref, du coup moi ça me concerne pas, donc pour tout ce qui est visa, etc. je m'y connais vraiment pas et je veux pas vous dire de bêtises, donc j'ai fait quelques recherches. Alors finalement, après avoir tourné cette vidéo, j'ai lancé une série de petites vidéos courtes que je poste sur Instagram et sur TikTok avec plusieurs épisodes par semaine où je vous parle de la vie à Londres, etc. en répondant à toutes vos questions. Et justement, je me suis penchée sur le sujet des visas et je vous ai fait une vidéo d'1 minute là-dessus. Du coup, vous pouvez la retrouver dès maintenant sur Instagram et TikTok, c'est My Brunette Diary, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et c'est l'épisode 2 de la série du coup. Ça vous permettra d'en apprendre plus à propos des visas et n'hésitez pas à continuer à suivre la série sur Insta et TikTok si ça vous intéresse. Je ferai plusieurs épisodes où je répondrai à toutes les petites problématiques que vous pouvez avoir au sujet de la vie à Londres. Du coup, il me semble que c'est tout pour cette vidéo. Je pense avoir parlé de toutes les différentes dépenses possibles dans le mois. Mais en tout cas, s'il y a des petits points que j'ai oubliés, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire ou m'envoyer un petit message sur Instagram. Et dites-moi aussi si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style-là au sujet de la vie à Londres. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive
Je reçois souvent la question, est-ce que c'est possible de venir habiter en Angleterre ou de venir étudier en Angleterre quand on parle pas très bien anglais? Et jusqu'à maintenant, je vous conseillais des écoles que je connaissais pas forcément, juste que j'avais trouvé sur internet et dont j'avais entendu parler et dont il y a des bons retours, mais sans vraiment avoir une expérience par rapport à ça, parce que moi quand je suis venue étudier ici, j'avais déjà un bon niveau d'anglais, j'ai fait un bac littéraire et j'avais pris spécialité anglais, littérature anglaise, donc j'avais 8 heures d'anglais par semaine. Du coup j'ai pas eu besoin de prendre des cours d'anglais avant de pouvoir arriver à l'université, mais je voulais quand même faire mes recherches pour pouvoir vous en parler et vous aider à ce niveau là pour les personnes que ça intéresse. Donc j'ai été en contact avec l'école Speak Up London, qui est une école qui vous apprend l'anglais sur place, et je vous proposerai très bientôt une vidéo à ce sujet où je vais en immersion dans un cours avec eux, je vais visiter l'école, etc. Et comme ça je pourrais vous faire découvrir tout simplement dans un vlog tout ce qu'il y a à savoir sur cette école là. Donc restez connectés, je vous en parlerai très bientôt. Du coup je vous retrouve dimanche prochain à 14 h et en attendant je vous fais plein de bisous.